Bonjour, chers étudiants, je me présente, c'est Dr Bouaklin. C'est avec plaisir que je vous présente ce travail qui est considéré comme une partie théorique concernant votre examen, concernant la pathologie tumorale, et comme partie pratique des travail dirigé sur certaines tumeurs bénignes et malignes qu'il faut connaître absolument quand on est étudiant en médecine. Donc, comme pour tout travail, il y a des objectifs à atteindre et on va suivre un bon plan de travail pour vous exposer ce cours et ce TD en même temps. Donc les objectifs de ce travail, ce sont définir les termes néoplasie, tumeur et différencier les tumeurs bénignes des tumeurs malignes ou cancer, connaître parfaitement la nomenclature internationale des néoplasmes bénins et malins, différencier les carcinomes des sarcomes, connaître les théories de l'origine des cancers, détailler la carcinogénèse chimique, différencier un agent carcinogène initiateur d'un agent carcinogène promoteur et citer des exemples, savoir qu'il existe une prédisposition génétique différente selon les types de cancers et selon les races humaines, savoir que le cancer est une maladie génétique impliquant des modifications de l'ADN touchant les gènes suppresseurs de tumeurs et des proto-oncogènes et que ceux-ci peuvent être activés par mutation ponctuelle, translocation ou par amplification génique. Citer des exemples concrets impliquant les gènes suppresseurs de tumeurs et des proto-oncogènes. Savoir qu'il existe une oncogénèse virale et citer des exemples concrets. Savoir qu'il existe des gènes de réparation de l'excision de l'ADN qui peuvent être mutés, introduisant une instabilité génomique et une plus grande probabilité que des mutations dans d'autres gènes se produisant pour conduire à l'oncogénèse. Savoir que les facteurs de croissance tels que l'EGF, le PDGF et le CSF1 aident à l'activité oncogène. Le facteur de croissance transformant TGF-alpha favorise également la croissance tumorale. Différencier les néoplasies familiales des néoplasies sporadiques et citer des exemples concrets. Connaître les différentes étapes de transformation cellulaire conduisant à des cellules cancéreuses. Avoir des connaissances sur la clonalité des cellules cancéreuses, la génétique du cancer et les caractéristiques des cellules cancéreuses. Avoir des notions sur l'oncogénèse tumorale, citer quelques exemples d'oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs, ainsi que quelques exemples de cancers liés à ceux-ci, citer quelques exemples de syndromes paranéoplasiques avec les cancers associés, avoir des notions sur la stadification et le grading des cancers, connaître la séquence métaplasie, dysplasie, carcinome liés à certains cancers, avoir des notions générales sur le diagnostic des cancers depuis l'interrogatoire du patient jusqu'à la détection de l'ADN tumoral circulant en passant par des examens radiologiques et cyto-histopathologiques, avoir des notions sur les marqueurs tumoraux et leur liaison à certains cancers en citant des exemples concrets, avoir des notions générales sur les thérapeutiques utilisées dans le traitement de certains cancers, reconnaître macroscopiquement et microscopiquement certains néoplasmes bénins comme le lipome, le léomiome, l'adénome colique, le schwannome, l'adénofibrome mammaire, le névus et l'adénome hépatocytaire, reconnaître macroscopiquement et ou microscopiquement certains carcinomes comme le carcinome hépatocellulaire, le carcinome rénal à cellules claires, le carcinome épidermoïde pulmonaire, un carcinome mammaire, un adénocarcinome gastrique ou un adénocarcinome colique, reconnaître macroscopiquement un mélanome, reconnaître macroscopiquement et ou microscopiquement un sarcome, reconnaître macroscopiquement et ou microscopiquement une métastase hépatique, une métastase ganglionnaire lymphatique d'un adénocarcinome colique, une métastase ganglionnaire lymphatique pulmonaire d'un carcinome mammaire, une métastase péritonéale, une métastase pleurale d'un carcinome mammaire, reconnaître macroscopiquement et ou microscopiquement certaines tumeurs pédiatriques comme les neuroblastomes, le tératome nasopharyngé, le lymphangiome, l'hémangiome, le néphroblastome et le rhabdomyosarcome. Donc le plan de ce travail est celui-ci. On va commencer en grand 1 par les généralités, définitions et quelques rappels théoriques.
Ensuite, en grande 2, on va parler de la séquence métaplasie, dysplasie, carcinome in situ, carcinome invasif avec des exemples concrets. On va ensuite enchaîner avec les néoplasmes bénins, les néoplasmes malins, les sarcomes, les métastases, les tumeurs pédiatriques et on va terminer par une bibliographie. Donc c'est quoi une néoplasie? La néoplasie est une nouvelle croissance incontrôlée de cellules qui n'est pas sous contrôle physiologique. Une tumeur est simplement une croissance ou un élargissement qui ne peut pas être néoplasique, comme un granulome. Le terme cancer implique une tumeur maligne, mais les néoplasmes peuvent être sous-classés comme bénins ou malins. Il n'y a pas de mécanisme unique pour lequel un néoplasme se produit. De nombreux mécanismes différents provoquent des néoplasmes et c'est ce qui rend le diagnostic et le traitement si difficiles. Le mot cancer ou malignité fait peur à un patient qui l'entend pour la première fois. Il est probable que rien d'autre ne sera entendu ou retenu peu de temps après, donc faire preuve d'empathie. Je sais que cela peut être très difficile à entendre, alors lors d'une session de suivi, plus de détails concernant un plan de traitement peuvent être discutés. Une certaine urgence est requise car la survie pour un cancer moyen tel qu'un cancer du sein diminue de 1% par mois de diagnostic et de traitement différés. La nomenclature des néoplasmes, basée sur l'origine, les néoplasmes malins provenant de tissus dérivés embryologiquement de l'ectoderme ou de l'endoderme sont généralement des carcinomes. Les exemples comprennent un carcinome épidermoïde du col utérin, un adénocarcinome de l'estomac, un carcinome hépatocellulaire, un carcinome à cellules rénales. Les tumeurs malignes résultant du mésoderme, c'est-à-dire le tissu conjonctif, sont généralement des sarcomes. Les exemples concrets comprennent un léomyosarcome, un chondrosarcome, un ostéosarcome, un liposarcome, etc. Les néoplasmes avec plus d'un type cellulaire mais provenant d'une seule couche germinale sont appelées tumeurs mixtes. Le meilleur exemple de la tumeur mixte bénigne, également appelée adénome pléomorphe de la glande salivaire. Les néoplasmes avec plus d'un type cellulaire et provenant de plus d'une couche germinale sont appelés tératomes. Ces néoplasmes sont fréquents dans l'ovaire. Les néoplasmes se terminant par blastome ressemblent à des tissus embryonnaires primitifs qui sont souvent des néoplasmes pédiatriques. Les exemples concrets comprennent le rétinoblastome, le néphroblastome, le neuroblastome, l'hépatoblastome et le médulloblastome. Tous les néoplasmes malins n'ont pas d'homologue bénin. Par exemple, les cellules hématopoïétiques et lymphoïdes, comme dans la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques, provoquent des leucémies et des lymphomes. Ils n'ont pas d'homologue malin. Le lymphome et les leucémies, ce sont des tumeurs malignes qui n'ont pas un homologue bénin. Les gliomes, les astrocytomes, les oligodendrogliomes, les glioblastomes proviennent de cellules gliales du SNC. Ils n'ont pas également d'homologue bénin. Les carcinomes proviennent de surfaces épithéliales dans le tractus gastro-intestinal, dans les voies aériennes respiratoires, dans les voies urogénitales, dans les voies biliaires, dans la peau et dans les organes à canaux épithéliaux comme le pancréas, la glande salivaire et le foie. Les glandes endocrines, y compris les testicules et les ovaires, peuvent également être le siège de carcinomes. En général, les carcinomes sont composés de cellules de forme polygonale et qui sont cohésives. Les carcinomes qui forment des configurations glandulaires sont appelés adénocarcinomes. Les carcinomes qui forment des nids solides de cellules avec des frontières distinctes, des pentes d'union intercellulaire et un cytoplasme kératinisé, rose, sont appelés carcinomes épidermoïdes. Les sarcomes proviennent des tissus mous, tissus conjonctifs tels que le cartilage, les os ou le fascia, les muscles lisses ou squelettiques,
les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les revêtements d'organes tels que le mésothélium. En général, les sarcomes sont composés de cellules fusiformes très péliomorphes. Les sarcomes sont généralement de mauvais pronostic. Donc les causes de néoplasie. L'origine de nombreux néoplasmes est obscure. Cependant, il existe plusieurs théories d'origine. Donc, parmi ces théories, il y a les causes environnementales. Ces causes environnementales peuvent produire de produits chimiques, de virus oncogènes ou de rayonnement. Les produits chimiques, y compris ceux d'origine humaine, tels que les colorants à l'aniline et le cancer de la vessie, les produits chimiques comme la fumée de cigarette et le cancer du poumon, et les composés naturels comme les aflatoxines et le cancer du foie, qui sont cancérigènes. Les virus oncogènes tels que le papillomavirus humain, l'HPV, impliqué dans la plupart des carcinomes épidermoïdes du col de l'utérus et des papillomes malpighiens anogénitaux, le virus EBV, Epstein-Barr virus, impliqué dans le lymphome africain de Burkitt, et le virus de l'hépatite B, HBV, impliqué dans le développement des carcinomes hépatocellulaires. Donc retenez qu'il y a certains virus qui sont oncogènes, comme l'HPV, l'EBV et l'HBV. Le rayonnement, y compris la lumière ultraviolette qui induit des dimères de pyrimidine dans l'ADN et favorise des cancers de la peau. Les rayonnements ionisants tels que les rayons gamma induisent des mutations dans l'ADN et favorisent des tumeurs malignes telles que la leucémie, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, le cancer du côlon et certains cancers du sein. Donc la carcinogénèse, donc on a vu en 3.1 les causes environnementales. Maintenant on va voir la carcinogénèse chimique. Il y a deux étapes, l'initiation et la promotion. Un agent cancérigène initiateur endommage irréversiblement l'ADN cellulaire pour démarrer le processus. Des exemples d'initiateurs carcinogènes comprennent les agents alkylants comme le cyclophosphamide, les hydrocarbures aromatiques polycycliques comme les hypoxydes trouvés dans les aliments fumés, les amines aromatiques ou les colorants azoïques utilisés dans les colorants alimentaires, les aflatoxines dans les arachides moisis, les nitrosamines dans les aliments marinés. Un agent promoteur qui peut être le même que le cancérogène agit alors pour provoquer la prolifération d'un clan de cellules néoplasiques. Des exemples de promoteurs comprennent les hormones telles que les œstrogènes, les médicaments tels que le diéthylstilbestérol et les produits chimiques. Un exemple de carcinogénèse chimique concerne les viandes grillées, les viandes exposées à des températures élevées supérieures à 162 degrés Celsius, dans un four ou sur une flamme, nue, les grillades, subissent des changements dans les protéines qui forment des composés appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces composés peuvent être cancérogènes. Suite à l'ingestion de ces composés, non seulement des tissus directement exposés tels que l'estomac et le côlon présentent un risque accru de cancer, mais également des sites ailleurs, notamment le pancréas, le sein et la prostate. Les cancers et les causes héréditaires, les chromosomes qui ont des anti-oncogènes absents ou défectueux qui contrôlent la croissance, comme le rétinoblastome résultant d'un chromosome 13 défectueux, défaut obscur, prédilection raciale, les femmes américaines ont un cancer du sein plus fréquent que les femmes japonaises, les hommes japonais ont un cancer de l'estomac beaucoup plus souvent que les hommes américains. L'âge, les personnes âgées ont une plus grande proportion à développer des néoplasmes par manque de mécanismes de contrôle efficaces. C'est quoi l'ADN modifié? Tout ce qui précède est probablement médié par la cause, quelle qu'elle soit, produisant une mutation ou des dommages à l'ADN cellulaire.
Il peut y avoir des mutations impliquant des gènes suppresseurs de tumeurs tels que le P53 qui ne parviennent alors pas à exercer une influence de contrôle sur l'activation de la croissance. La majorité des néoplasmes humains surviennent probablement via ce mécanisme. Donc mutation du gène P53, qui est un gène suppresseur de tumeurs. Dans certains cas, ces mutations sont probablement médiées par des proto-oncogènes, gènes qui contrôlent la croissance cellulaire, qui subissent une mutation en oncogènes. Donc les proto-oncogènes vont se transformer en oncogènes qui provoquent une néoplasie. Les proto-oncogènes peuvent être activés par mutation ponctuelle, par translocation ou par amplification génique. Un exemple de ceci est la leucémie myéloïde chronique, la LMC, qui est une prolifération néoplasique de globules blancs. Tous les cas de LMC ont le chromosome de Philadelphie, qui est une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Cette translocation juxtapose le proto-oncogène ABL sur la région de cluster du point d'arrêt BCR sur le chromosome 22. Le gène chimérique ABL-BCR conduit à la production d'une protéine mutante avec une activité tyrosine kinase. Cette protéine peut jouer un rôle dans la régulation de la croissance cellulaire dans la LMC. Environ 15 à 20% des cancers humains ont été liés à une activité oncogène. L'oncogène RAS est le gène transformant le plus fréquemment rencontré dans les cancers humains. Les virus oncogènes. Les virus oncogènes peuvent apporter avec eux des oncogènes appelés oncogènes viraux, typiques dans ARN contenant des rétrovirus tels que le virus T lymphocyte humain, l'HTLV. Les mécanismes de réparation de l'ADN peuvent être affectés. Il existe des gènes de réparation de l'excision d'ADN qui peuvent être mutés, introduisant une instabilité génomique et une plus grande probabilité que des mutations dans d'autres gènes se produisant pour conduire à l'oncogénèse. Donc il faut retenir que certains virus peuvent véhiculer certains oncogènes avec eux, comme les virus l'HTLV1 qui provoquent donc des anomalies et s'introduit dans le gène des cellules tumorales. Le facteur de croissance, les facteurs de croissance tels que le facteur de croissance épidermique EGF, le facteur de croissance dérivé des plaquettes, le PDGF, et le facteur 1 de stimulation des colonies CSF1 aident l'activité oncogène. Le facteur de croissance transformant TGF-alpha favorise également la croissance tumorale. Quelle est la différence entre une néoplasie familiale et une néoplasie sporadique? La plupart des cancers humains sont sporadiques, car aucun gène héréditaire identifiable n'est impliqué, mais les cancers se sont développés à la suite de facteurs environnementaux carcinogènes tels que la fumée de cigarette, qui ont induit au hasard des mutations dans les cellules qui ont conduit à une croissance incontrôlée. Donc le tabac, ce n'est pas héréditaire, donc c'est un néoplasme sporadique. Ces facteurs se rencontrent tout au long de la vie et agissent sur une longue période de temps. Par conséquent, la plupart des cancers sporadiques surviennent chez l'adulte. La plupart des personnes touchées ont un site principal et c'est là que vous attendez à ce que la plupart des cancers se produisent à cet âge-là, comme le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate et du côlon qui surviennent généralement chez des sujets âgés. Les cancers familiaux ont un gène spécifique avec un modèle de transmission défini. Ces cancers ont tendance à survenir à un âge plus jeune. Donc remarquez qu'il y a quand même une certaine différence entre les cancers sporadiques et les cancers familiaux. Les cancers familiaux surviennent en général à un plus jeune âge que les cancers sporadiques. Une forme de syndrome de cancer familial classique implique un gène suppresseur de tumeur. Une personne hérite d'un mauvais gène P53 par exemple, mais possède encore une autre copie fonctionnelle de ce gène sur l'autre chromosome,
Quelque temps plus tard, une mutation annule le bon gène et le contrôle de la croissance est perdu, permettant à un clan de cellules néoplasiques de se former. Plusieurs organes peuvent être affectés ainsi. Ainsi, les cancers familiaux impliquent souvent plus d'un organe. Et les personnes touchées peuvent avoir plus d'un cancer. Et les tumeurs malignes autres qu'épithéliales sont plus probables. Donc, on peut avoir un carcinome associé à un sarcome des tissus mous, une leucémie, un lymphome, une tumeur du système nerveux central. Un exemple, le syndrome de Li-Fraumeni, qui est rare, illustre la différence entre les cancers familiaux et les cancers sporadiques. Dans le syndrome de Li-Fraumeni, il existe une mutation héréditaire du gène P53 et divers cancers surviennent chez des personnes atteintes de cette mutation. Cependant, il convient de noter que la mutation P53 sont également des mutations les plus courantes dans les cancers sporadiques. Voilà. C'est quoi une transformation cellulaire? Comme expliqué ci-dessus, certains facteurs entraînent la transformation d'une cellule normale en une cellule néoplasique, qui n'est pas contrôlée par des processus corporels normaux. Donc elle échappe aux lois de l'homéostasie. La plupart des cellules transformées meurent probablement parce qu'elles sont trop anormales pour fonctionner ou sont suffisamment anormales pour que le système immunitaire du corps puisse les détruire. Cependant, si les facteurs favorisant la néoplasie persistent, une cellule transformée peut un jour donner naissance à un clone qui continue de croître. C'est ce qu'on appelle un clone tumoral. Les néoplasmes malins n'ont pas tendance à provenir de néoplasmes bénins. Par exemple, les mélanomes malins ne proviennent pas toujours d'un névus bénin. Cependant, dans certains cas, tels que les adénomes du côlon, l'apparition du néoplasme bénin est une étape vers une éventuelle malignité par des forces oncogéniques, car les forces oncogéniques sont à l'œuvre, produisant des anomalies supplémentaires de l'ADN dans les lésions existantes. Il existe des conditions précancéreuses dans lesquelles une néoplasie maligne est plus susceptible de se produire, mais pas dans tous les cas. Par exemple, la cirrhose du foie, la colite ulcéreuse chronique, la gastrite chronique atrophique, la kératose actinique épidermique et la leucoplasie buccale. Toutes ces maladies, ce sont des lésions précancéreuses. Dans ces cas, il y a une prolifération cellulaire continue pour la réparation des tissus endommagés, souvent à cause d'une inflammation continue, comme dans la gastrite chronique atrophique, ou dans la cirrhose du foie, dans la colite ulcéreuse, la RCH. Une prolifération cellulaire anormale entraîne alors une plus grande probabilité de mutation. C'est quoi la clonalité? Les cellules néoplasiques ont tendance à être monoclonales ou similaires dans leur constitution génétique, indiquant l'origine d'une cellule transformée. Les proliférations non néoplasiques telles que les réactions à l'inflammation ont des cellules d'origine polyclonale. Donc une tumeur peut être monoclonale ou polyclonale. Le concept de progression tumorale soutient que les sous-clones peuvent provenir au fil du temps du clone malin d'origine. Ces sous-clones peuvent différer du clone d'origine par des caractéristiques telles que le caractère invasif, le potentiel métastatique et la réponse au traitement. Les sous-clones peuvent résulter de l'acquisition de mutations supplémentaires. Donc voilà. La génétique des cancers. Les néoplasmes ont une plus grande tendance à démontrer des anomalies karyotypiques telles que les translocations, des suppressions ou des amplifications géniques, qui sont également des activateurs des proto-oncogènes. Les leucémies et les lymphomes sont célèbres avec la leucémie myéloïde chronique, la LMC, et la translocation 8-14 dans le lymphome de Burkitt. La croissance tumorale. En général, moins un néoplasme est différencié, plus il se développe rapidement. Le cycle
cellulaire des cellules néoplasiques n'est pas raccourcie, mais plutôt la fraction de croissance des cellules proliférant est augmentée. Ceci est compensé par la mort des cellules néoplasiques. La croissance tumorale est exprimée comme un temps de doublement ou le temps pour augmenter 2 fois son volume. Un néoplasme malin agressif double en 1 à 3 mois, tandis que le néoplasme bénin double en plusieurs années. Une certaine croissance néoplasique est influencée par des facteurs de Lott. Les hormones œstrogéniques favorisent la croissance des fibroadénomes ou carcinomes mammaires et des léomyomes utérins car les cellules tumorales ont des récepteurs hormonaux. La croissance dépend également de la capacité de la tumeur à développer un apport sanguin. Donc la croissance dépend également de la capacité de la tumeur à s'approvisionner en nutriments à travers le flux sanguin. Les facteurs sécrétés par les cellules néoplasiques favorisent l'angiogénèse et la prolifération des fibroblastes. Caractéristiques des cellules transformées, caractéristiques des cellules malignes. La croissance des cellules néoplasiques n'est pas inhibée par le contact avec les cellules environnantes et ne dépend pas de l'ancrage à une surface solide. Les cellules cancéreuses sont lisses, cohésives et transplantables, favorisant l'invasion et les métastases. Les cellules tumorales peuvent se lier à la laminine et à la fibronectine dans les tissus conjonctifs, puis sécréter des collagénases et des protéases puis envahir. Les cellules néoplasiques peuvent atteindre l'immortalité ou la capacité de continuer à se diviser indéfiniment. C'est quoi un oncogène? Qu'est-ce qui pousse une cellule à une croissance incontrôlée? Au sens figuré, lorsque vous conduisez votre cellule sur l'autoroute de la vie, plusieurs facteurs contrôlent ce voyage. Vous avez un accélérateur pour accélérer la prolifération, vous avez des freins pour arrêter la croissance, vous avez du carburant dans le réservoir pour continuer. Ainsi, vous pouvez avoir une activation des gènes prolifération cellulaire accélérée, une perte de suppression tumorale, perte des freins sur la croissance cellulaire, une persistance, accumulation de cellules par manque d'apoptose, une réplication par acquisition de la capacité de continuer à se diviser. Lorsque vous avez activé un oncogène, l'accélérateur peut être bloqué ou ouvert. Les oncogènes peuvent être des gènes qui faisaient partie de la prolifération embryonnaire, mais ont été arrêtés il y a longtemps. Il peut s'agir de gènes qui ont normalement un certain point de contrôle sur le taux de prolifération cellulaire, comme dans l'épithélium. L'accélération peut provenir d'une mutation conduisant à une formation anormale du gène, à une fonction anormale du gène, de copies supplémentaires du gène, d'une amplification de l'activité du gène ou d'une translocation chromosomique qui rapproche deux gènes, ce qu'on appelle les gènes de fusion, qui ensemble produisent anormalement un produit prolifératif. Donc, les gènes suppresseurs de tumeurs agissent comme des freins associés à la régulation du cycle cellulaire. Et nombre d'entre eux agissent au point de contrôle pour empêcher la division cellulaire. Si cela n'est pas approprié, les mutations de ces gènes permettent à la prolifération cellulaire de continuer alors qu'elle ne devait pas l'être. Les mécanismes apoptotiques servent également de frein à la croissance et le carburant, c'est l'ADN, est l'une des ressources cellulaires les plus importantes. L'ADN est l'une des ressources cellulaires les plus importantes. Afin de continuer à se diviser, les cellules doivent maintenir leurs chromosomes. Cependant, les extrémités des chromosomes ont tendance à s'user avec des divisions répétées. L'enzyme télomérase
peut maintenir les extrémités des chromosomes. Habituellement, seules les cellules souches humaines ont une télomérase active. Les cellules cancéreuses acquièrent souvent une activité télomérase, ce qui les rend immortelles, car elles continuent indéfiniment la division cellulaire. Les cellules néoplasiques ont également besoin de ressources locales pour poursuivre leur croissance sous forme de soutien structurel et d'approvisionnement en sang. Ainsi, les cellules néoplasiques sécrètent des facteurs qui conduisent la croissance du tissu conjonctif et des vaisseaux sanguins qui soutiennent la croissance continue du néoplasme. Donc retenez que les gènes suppresseurs de tumeurs agissent comme freins et que des mécanismes apoptotiques sont là pour détruire les cellules tumorales lorsque cela est possible, mais une cellule tumorale est une cellule qui échappe à tous ces mécanismes et qui acquiert une certaine indépendance par rapport à tous ces facteurs de contrôle. Le processus de néoplasie commence par la transformation cellulaire. Une variété de carcinogènes chimiques aussi divers que le benzène, la fumée de cigarette et les nitrites peuvent initier ou promouvoir ce processus. Le rayonnement sous forme de rayons gamma environnementaux à long terme, de faible intensité ou sous forme de rayonnement thérapeutique à dose plus élevée peut également produire des mutations génétiques dans les cellules. Certains agents infectieux persistants tels que le virus du papillomavirus humain, peuvent également entraîner une transformation cellulaire. Les dommages génétiques des altérations de l'ADN entraînent des mutations ponctuelles des gènes, des translocations du matériel génétique entre les chromosomes et une reduplication des gènes avec amplification. Ces altérations transforment les proto-oncogènes en oncogènes. Les proto-oncogènes dans les cellules peuvent jouer un rôle dans la promotion et la régulation de la croissance des cellules normales, peut-être dans l'embryogénèse, mais sont généralement désactivés chez les adultes. Ils sont activés par la transformation et conduisent à une croissance incontrôlée qui définit la néoplasie. Donc sur cette image, vous voyez donc une cellule qui s'est transformée à cause, donc une cellule normale qui s'est transformée après dommages de l'ADN qui sont dus à des carcinogènes chimiques, à la radiation, à des agents infectieux, qui causant soit des mutations ponctuelles, soit des translocations, soit des amplifications, une transformation progressive de cette cellule normale en une cellule tumorale incontrôlée par les mécanismes de contrôle physiologique. La néoplasie aux proliférations cellulaires incontrôlées peut résulter soit de mutations qui activent les oncogènes, qui stimulent la croissance, soit par des mutations qui entraînent la perte de gènes suppresseurs de tumeurs et de leurs produits qui inhibent la croissance cellulaire. Donc, les proto-oncogènes sont transformés par des mutations en oncogènes qui produisent des protéines oncogéniques qui agissent sur le cycle cellulaire et qui perturbent le cycle de division cellulaire et qui induisent une croissance cellulaire incontrôlée. Donc il y a les proto-oncogènes ou une suppression de l'activité des gènes suppresseurs de tumeurs. Lorsque les gènes suppresseurs de tumeurs sont désactivés et que les proto-oncogènes sont activés, cela conduit à une croissance anarchique cellulaire et qui conduit à la formation d'une tumeur. Donc certains exemples de promotion de croissance, donc on va citer quelques exemples très connus et classiques, comme le gène HER, le proton RAS, le gène RAS, le gène CSIS, la protéine chimérique BCR-ABL et le gène CMYC. Donc l'HER comment il agit? Donc, il agit par surexpression des récepteurs de facteurs de croissance, tels que le facteur de croissance épidermique, VEGF, rendant les cellules plus sensibles aux stimuli de croissance. Le gène RAS agit par augmentation de la transduction du signal du facteur de croissance par un oncogène dépourvu d'activité GTPase
qui limite l'induction GTP des kinases cytoplasmiques qui stimulent la croissance cellulaire. Le gène CSIS agit par suppression d'un produit génique par stimulation à partir d'un oncogène tel que RAS. La protéine chimérique BCL-ABL agit par absence de régulation normale des gènes par translocation d'un gène où il est contrôlé par des gènes environnants vers un produit où il n'est plus inhibé. Le gène CMYC agit par liaison du produit oncogène au noyau avec activation transcriptionnelle de l'ADN pour favoriser l'entrée dans le cycle cellulaire. Je ne vous demande pas de retenir tous ces mécanismes très compliqués, mais je vous demande de retenir la notion qu'il y a des proto-oncogènes qui agissent sur le cycle cellulaire et qui sont à l'origine des cellules tumorales. Donc, on va vous citer aussi quelques exemples de la perte de fonction du gène suppresseur de tumeur, donc avec limitation, et quelques gènes dans la limitation de l'apoptose. Les gènes suppresseurs de tumeur les plus classiques sont le BRCA1, le gène APC, le gène NF1, le gène RB et le gène P53. Et les gènes qui sont impliqués dans la limitation de l'apoptose, le plus classique est le BCL et le BCL2. Donc certains exemples de gènes suppresseurs de tumeurs qui sont désactivés. Le BRCA1, il produit une perte d'inhibition de croissance normale. Le gène APC conduit à une absence de régulation d'adhésion cellulaire avec perte de contrôle de la croissance par interaction cellulaire. Le gène NF1 agit par perte de régulation négative de la croissance favorisant la transduction du signal. Le gène RB agit par perte de régulation de l'activation du cycle cellulaire par séquestration des facteurs transcriptionnels. Le gène PC53 agit par perte de régulation de l'activation du cycle cellulaire par manque d'inhibition de la prolifération cellulaire qui permet la réparation de l'ADN. Et le gène limitateur de l'apoptose, le gène BCL2, agit par la suppression du gène activé par translocation et empêche l'apoptose. Donc retenez, je ne vous demande pas encore une fois de retenir comment agit chaque proto-oncogène ou chaque gène suppresseur de tumeur ou chaque gène limitant l'apoptose, mais il faut retenir que l'interaction de ces différents oncogènes, de ces gènes suppresseurs de tumeur et de ces gènes limitateurs de l'apoptose conduit à la formation d'une cellule tumorale. Quelques exemples d'oncogènes associés à certains néoplasmes, des gènes concrets comme l'HER qu'on recherche systématiquement dans le cancer du sein et le cancer de l'ovaire, le gène RAS dans de nombreux cancers comme le cancer du poumon et l'adénocarcinome colique et les leucémies, le gène CSIS dans les gliomes, la protéine BCA-ABL dans la leucémie myéloïde chronique et la leucémie lymphoïde aiguë, le gène CMYC dans les lymphomes, le gène BRCA1 dans le carcinome du sein et de l'ovaire, le gène APC dans les adénocarcinomes coliques, le gène NF1 dans le neurofibrosarcome, le gène RB dans les rétinoblastomes, l'ostéosarcome, les carcinomes mammaires à petites cellules, carcinome pulmonaire à petites cellules, le gène P53 dans de nombreux cancers, presque dans tous les cancers, et le gène BCL2 dans la leucémie lymphoïde chronique et les lymphomes. Donc je vous demande quand même d'apprendre ces gènes et les cancers qu'ils induisent. Cela peut être une question d'examen. On vous montre ici une belle image d'un carcinome mammaire. On a recherché par méthode immunohistochimique la surexpression de l'HER. Vous remarquez que les cellules tumorales qui sont ici sont entourées, donc l'HER est surexprimée, c'est un score 3. Donc voici un exemple de positivité de l'HER2, des cellules néoplasiques dans un carcinome mammaire. Cet oncogène agit par reduplication du proto-oncogène normal des cellules des centaines de fois, conduisant à la production d'un produit protéique qui stimule la croissance cellulaire non régulée. Ceci est détecté par corrélation immunohistochimique. Donc il faut savoir que ces gènes comme l'HER2 a un intérêt thérapeutique
Et pronostic, les cancers HER2 positifs bénéficient d'un traitement ciblé contre cette anomalie moléculaire. Un autre exemple de positivité de CMYC dans un carcinome, cet oncogène agit via l'activation transcriptionnelle de l'ADN. La liaison nucléaire est démontrée ici par coloration immunohistochimique dans laquelle le produit de réaction brun est localisé au noyau des cellules néoplasiques, c'est-à-dire la surexpression du gène CMYC démontrée par étude immunohistochimique dans un lymphome. Un autre gène qui est montré aussi par immunohistochimie dans un lymphome, c'est le gène BCL2. Ceci est un exemple de positivité de BCL2 dans un lymphome. Dans ce cas, la surexpression de cet oncogène entraîne une inhibition de l'apoptose et une augmentation du nombre de lymphocytes. La coloration immunohistochimique présentée ici met en évidence les lymphocytes néoplasiques dans les follicules lymphoïdes et les zones interfolliculaires. Là, c'est un follicule lymphoïde et ça, c'est les zones interfolliculaires. Et on remarque que toutes les cellules tumorales surexpriment ce gène BCL2 par étude immunohistochimique. Une mesure de la malignité est l'aneuploïdie par cytométrie en flux. Vous savez qu'on peut utiliser différents moyens pour montrer l'activité tumorale, soit par immunohistochimie dans ces cas-là, mais on peut utiliser aussi la cytométrie en flux pour montrer l'aneuploïdie. Sur cette photo, voici le schéma de cytométrie en flux d'un cancer du sein. En général, plus le néoplasme est mauvais, plus le degré d'aneuploïdie est grand et plus le pronostic est mauvais. Donc ça, c'est un schéma qui montre une aneuploïdie dans un cancer du sein. Il faut savoir que par simple coloration HE, on peut montrer des anomalies cellulaires, comme une figure métotique qu'on voit ici. Donc vous voyez ici une belle mitose, entourée de cellules d'un carcinome épidermoïde peu différencié. Donc tout ça, c'est des cellules malpighiennes malignes qui n'ont pas les... donc on voit des noyaux de grande taille, des nucléoles proéminents, une chromatine motée, plusieurs nucléoles dans une cellule. Ce sont des caractéristiques des cellules tumorales, avec cellules pléomorphes qui ont une kératinisation rose minimale dans leur cytoplasme. En général, les mitoses sont plus susceptibles d'être observées dans les néoplasmes malins. Donc, lorsque vous voyez une mitose comme ça, anormale, il faut se poser des questions pour un pathologiste et dire que ce néoplasme est malin. N'oubliez pas cependant que les cellules normales peuvent se diviser activement dans de nombreux tissus du corps, y compris la peau, la moelle osseuse, les gonades et le tractus gastro-intestinal. Mais les mitoses anormales, on peut les trouver uniquement dans les carcinomes. Voici aussi deux images de mitose, comme celle-là et celle-là. Donc deux images de mitose. Les mitoses ont elles-mêmes les mitoses en elles-mêmes ne sont pas des indicateurs de malignité. Cependant, les mitoses anormales sont hautement indicatrices de malignité. Le pléomorphisme et l'hyperchromatisme marqué des cellules environnantes sont également en faveur de la malignité. Regardez donc ces cellules de grande taille, anisocaryotiques, anisocytose, nucléoles proéminents, mitoses anormales. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques des cellules malignes. On va parler maintenant des syndromes paranéoplasiques. Un syndrome paranéoplasique se produit lorsqu'un néoplasme élabore une substance qui entraîne un effet qui n'est pas directement lié à la croissance, à l'invasion ou aux métastases de la tumeur elle-même. La plupart des syndromes paranéoplasiques résultent de l'élaboration de substances de type hormonal par les cellules néoplasiques, mais divers effets sont possibles. Parfois, l'apparition du syndrome paranéoplasique peut précéder le diagnostic du néoplasme et donner un indice de sa présence. On va vous citer quelques exemples. Par quel mécanisme se produit ce syndrome paranéoplasique? Par exemple, un syndrome de Cushing peut se produire dans un carcinome pulmonaire anaplasique à petites cellules,
Le mécanisme, c'est la sécrétion inappropriée d'ACTH. Une hypercalcémie peut se voir dans un cancer carcinome épidermoïde du poumon, substance semblable à la parathormone, par sécrétion d'une substance semblable à la parathormone qui est responsable d'une hypercalcémie. Une sécrétion inappropriée d'ADH peut se voir dans un carcinome à petites cellules pulmonaires et être responsable d'une hyponatrémie. Une sécrétion d'une substance semblable à l'érythropoïétine peut se voir dans un carcinome à cellules rénales et être responsable d'une polycythémie. Un état d'hypercoagulabilité peut se voir dans divers cancers et être responsable d'un syndrome de Trousseau. Une substance semblable à l'insuline peut être sécrétée dans divers carcinomes et sarcomes et être responsable bien sûr d'une hypoglycémie. Une sécrétion d'acide 5-hydroxy-indolacétine E5-HIAA peut se voir dans les tumeurs carcinoïdes malignes métastatiques et être responsable d'un syndrome carcinoïde. Donc tout cela, ce sont des syndromes paranéoplasiques qui peuvent se voir dans certains cancers et qui sont dus à une sécrétion hormonale inappropriée. L'apparence morphologique des néoplasmes. La néoplasie fait référence à la prolifération du tissu conjonctif non néoplasique en association avec la néoplasie, donne aux tumeurs une apparence ferme et fibreuse et peut déformer des tissus environnants. Les néoplasmes produisent des facteurs de croissance qui induisent la formation d'une architecture de support stromal sur laquelle ils peuvent se développer. Donc il faut savoir, dans un carcinome, il y a les cellules tumorales et le stroma tumoral. La vascularisation dans les néoplasmes résulte de l'élaboration de facteurs de croissance qui favorisent l'angiogénèse. Donc retenez ce terme, l'angiogénèse tumorale. Les néoplasmes doivent établir un environnement en sang, un approvisionnement en sang pour continuer de croître. Donc toute cellule, qui soit bénigne ou maligne, nécessite des aliments, des facteurs de croissance qui ne peuvent provenir que du flux sanguin. C'est pour ça que les cellules tumorales induisent une angiogénèse, une néo-angiogénèse importante pour pouvoir se nourrir et continuer à proliférer rapidement. La croissance dans les néoplasmes est courante. La nécrose dans les néoplasmes est courante car les cellules néoplasiques fonctionnent mal et ne peuvent pas maintenir leur architecture ou leur apport sanguin ou leur exigence métabolique. La nécrose devient plus probable à mesure que la taille du néoplasme augmente et que la différenciation diminue. Retenez bien cette phrase. La nécrose devient plus probable à mesure que la taille du néoplasme augmente et que la différenciation diminue. Les métastases ressemblent généralement à la tumeur primitive, mais pas toujours. Le site principal est généralement une seule grande masse dans un organe, tandis que plusieurs masses dans un organe indiquent généralement des métastases. Retenez aussi cette notion générale. Donc le site principal est généralement une seule grande masse dans un organe. Lorsqu'on trouve plusieurs masses, comme par exemple dans le foie ou dans le poumon, un lâcher de ballon dans un poumon correspond généralement à une métastase, et un foie truffé de nodules correspond en général à une métastase. Il n'est pas toujours possible de distinguer bénin et malin sur la seule base de critères histologiques ou cytologiques. Le comportement biologique d'un néoplasme peut ne pas toujours être en corrélation avec l'apparence, ce qui rend le choix du traitement plus difficile. Des études moléculaires peuvent être nécessaires pour obtenir le comportement biologique d'un néoplasme. Je vous demande aussi de retenir cette notion. Parfois, les études moléculaires peuvent être nécessaires pour obtenir le comportement biologique d'un néoplasme. Donc les cancers sont stadés et gradés. La stadification, des schémas de stadification et de classement ont été conçus pour les néoplasmes malins, car le stade ou le grade
peuvent déterminer le traitement et le pronostic d'une tumeur. En général, plus le stade est élevé, plus le néoplasme est grand et plus il se propage rapidement. Donc retenez aussi cette phrase. En général, plus le stade est élevé, plus le néoplasme est grand et plus il se propage rapidement. La stadification, le système de stadification le plus courant est le stade TNM. Le score T est basé sur la taille et ou l'étendue de l'invasion. Le score N indique l'étendue de l'implication des ganglions lymphatiques. T c'est tumor, N c'est nodes, c'est les ganglions. M c'est la présence ou l'absence de métastases. Le score M indique si les métastases distantes sont présentes. Des formes de stadification ont été conçues pour chaque organe ou site pouvant des formes de stadification ont été conçues pour chaque organe ou site pouvant survenir un néoplasme malin, dans lequel peut survenir un néoplasme malin. Et les critères sont énumérés sur le formulaire. Les formulaires sont remplis en utilisant des critères cliniques et pathologiques et aident à déterminer la thérapeutique, à estimer le pronostic et à développer des statistiques utiles pour la thérapeutique. Donc il existe un système de staging TNM qui est utilisé pour tous les néoplasmes, organe par organe, type tumoral par type tumoral, et les anapathes, les cliniciens, les oncologues et les radiothérapeutes utilisent cette stadification TNM dans un but diagnostique, pronostic et thérapeutique. Dans le schéma ci-dessous, utilisant un carcinome pulmonaire à titre d'exemple, les principes de notre stadification sont illustrés. Je vous montre cet exemple-là. Donc lorsque la tumeur peut passer d'un stade TIS, ça veut dire in situ, non invasive, au stade T1, une petite formation tumorale, au stade T2, une formation plus grande, au stade T3, et au stade T4 lorsqu'il y a invasion vasculaire. La présence de ganglions, lorsqu'il y a plus de ganglions lymphatiques métastatiques, c'était N0. Lorsqu'il y a des ganglions péribronchiques, c'était N1. Lorsqu'il y a des ganglions péritrachéaux, c'était N2. Et lorsqu'il y a des ganglions cervicaux ou susclaviculaires, on parle de stade N3. Et lorsqu'il existe des métastases à distance, par exemple au niveau de la surrénale ou du foie, on parle de stade N1. C'est ce qu'on appelle le stade TNM. Donc exemple ici de stade TNM. TIS c'est un carcinome in situ non invasif. T1 c'est une petite tumeur peu invasive dans le site de l'organe primaire. T2 plus grand, plus invasif dans le site d'un organe primaire. T3 est plus grand que T2, envahissant au-delà des marges du site de l'organe primitif. T4 est une très grosse masse avec invasion vasculaire propagée aux organes adjacents. N0, aucune atteinte ganglionnaire. N1, atteinte ganglionnaire à proximité. N2, atteinte ganglionnaire régionale. N3, atteinte des ganglions lymphatiques plus éloignés. M0, absence de métastase. Et M1, présence de métastase à distance. Le grading, le schéma de classement est basé sur l'apparence microscopique d'un néoplasme malin après coloration à l'hématoxylinyosine. Les néoplasmes bénins sont par définition toujours bien différenciés. Ils ressemblent toujours aux cellules qui lui ont donné naissance. En général, un grade plus élevé signifie qu'il y a un degré de différenciation moindre et plus le comportement biologique d'un néoplasme malin sera pire. Donc plus la tumeur est indifférenciée, plus la tumeur est plus agressive. Un néoplasme bien différencié est composé de cellules qui ressemblent étroitement à la cellule d'origine, tandis que les néoplasmes peu différenciés ont des cellules qui sont difficiles à reconnaître quant à leurs cellules d'origine. Des schémas de classification ont été élaborés pour de nombreux types de néoplasmes, principalement pour les carcinomes.
La plupart des systèmes de classement ont 3 ou 4 grades désignés par des chiffres ou des chiffres romains. Exemple, donc ici c'est un adénocarcinome de grade 1, vous voyez qu'il y a la formation de nettes structures glandulaires. Ici c'est un grade 2, ça ressemble un petit peu aux cellules glandulaires mais il y a des travées. Ici c'est un grade 3, donc la tumeur ressemble moins à la tumeur bien différenciée. Et lorsqu'il y a une tumeur indifférenciée, donc on ne reconnaît plus le caractère glandulaire sur le plan morphologique, on parle de grade 4. Gradique des néoplasmes malins, donc le grade 1 c'est un grade bien différencié, le grade 2 c'est un moyennement ou modérément différencié, le grade 3 c'est un grade peu différencié et le grade 4 c'est un grade indifférencié ou presque anaplasique. Donc qu'est-ce que c'est que cette notion de métaplasie qui mène de la métaplasie à la dysplasie vers le cancer? La métaplasie est un changement initial de cellules normales à un type de cellules différent, comme une irritation chronique de la fumée de cigarette entraînant le remplacement de l'épithélium pseudostratifié cilié respiratoire par un épithélium squameux plus capable de résister à l'agression. On appelle ça une métaplasie malpighienne respiratoire. De la métaplasie, ça va conduire à la dysplasie, un degré croissant de croissance ou de maturation désordonnée du tissu, souvent considéré comme précédant la néoplasie, comme la dysplasie cervicale dans le col utérin à la suite d'une infection par l'HPV. La dysplasie est toujours un processus réversible. Cependant, une fois la transformation en néoplasie effectuée, le processus n'est plus réversible. Ainsi, il y a une histoire naturelle de la métaplasie à la dysplasie, puis vers le cancer, la néoplasie. Ceci est mieux mis en évidence dans le développement du cancer du col de l'utérus et des néoplasmes des voies respiratoires. Comment on diagnostique une néoplasie, un cancer ou une tumeur? Malheureusement, il n'y a pas de méthode pour détecter un minuscule néoplasme et il est économiquement impossible d'exécuter continuellement des tests ou de faire de l'imagerie radiologique sur tout le monde. Le dépistage des cancers sporadiques est basé sur la recherche des effets d'un cancer. Par exemple, la présence de sang dans les selles est une alerte. Une lésion de masse sur une image radiologique mammaire, c'est une alerte. Elle repose sur la reconnaissance des facteurs de risque. Par exemple, un sujet tabagique est exposé à faire un cancer du poumon. Les personnes exposées à des cancérogènes connus sont aussi exposées à faire des cancers. Si l'on sait qu'un cancer familial peut être possible, d'après l'histoire, l'interrogatoire familial, alors on peut essayer de dépister des gènes anormaux dans les membres de la famille, mais les tests génétiques sont chers et ne sont pas disponibles partout. De plus, les tests de dépistage génétique ne prédiront pas si, quand et où un cancer surviendra. Mais donc, on va vous montrer quelques méthodes pour diagnostiquer le cancer. Donc ça va de l'histoire clinique, l'interrogatoire à l'examen physique, ensuite des techniques radiologiques, les analyses de laboratoire, les tests génétiques, l'étude cytologique, la biopsie tissulaire et chirurgicale, et parfois le diagnostic n'est fait qu'après autopsie. Donc on va parler de l'histoire et de l'examen physique, ce que le professionnel de la santé apprend en parlant au patient et par un examen direct peut donner des indices sur la présence d'un néoplasme. Des signes et symptômes tels que la perte de poids, une fatigue, des douleurs peuvent être présents. Une masse peut être palpée ou être visible. Les techniques radiologiques, l'utilisation de films ordinaires, donc les rayons X, ou de tomodensitométrie, la TDM, ou d'imagerie par résonance magnétique IRM, de mammographie et d'échographie peuvent être utiles pour détecter la présence et l'emplacement des lésions de masse.
ou bien masse tumorale. Les résultats de ces méthodes peuvent aider à la mise en scène et à la détermination de la thérapeutique. Les analyses de laboratoire, les résultats généraux tels que l'anémie, les anomalies enzymatiques telles qu'une augmentation de la phosphatase alcaline, l'hématurie ou le sang occulte dans les selles sont utiles pour suggérer un examen plus approfondi. Des marqueurs tumoraux dans le sérum tels que l'antigène carcino-embryonnaire, l'ACE, l'alpha-photoprotéine, l'AFP, ou la gonadotrophine chorionique humaine, la bêta-HCG, peuvent être réalisés. Malheureusement, ils ne sont pas tout à fait spécifiques ou sensibles, en particulier lorsqu'ils sont appliqués comme test de dépistage à une population générale. Des tests plus spécifiques tels que la mesure des niveaux d'antigènes spécifiques de la prostate, le PSA par exemple, le PSA c'est quelque chose de spécifique à la prostate, peuvent aider à déterminer la présence de néoplasmes spécifiques. Mais ces tests ne sont pas des outils de dépistage parfaits dans une population générale. Les tests génétiques, les marqueurs génétiques comprennent les altérations chromosomiques, c'est-à-dire les translocations, les suppressions, les duplétions, défauts génétiques spécifiques, les polymorphismes mononucléotidiques et réarrangements géniques, la détection de gènes spécifiques tels que le BRCA1 dans le cancer du sein peut suggérer un risque accru de certaines tumeurs malignes. La cytologie, les méthodes d'échantillonnage des cellules peuvent être simples et économiques et peu invasives. Un bon exemple de test, le test Papa-Nicolau pour le diagnostic des dysplasies et néoplasies cervicales utérines. Les cellules exfoliées en fluide corporel peuvent également être examinées. L'aspiration à l'aiguille fine de la cytoponction peut être utilisée pour échantillonner une variété de lésions de masse. Donc parfois la cytologie peut nous aider à dépister certains cancers, comme par exemple le frottis cervico-vaginal dans le cancer du col de l'utérus, ou les cytoponctions de nodules thyroïdiens dans les cancers thyroïdiens. Biopsie cellulaire et chirurgicale, les méthodes d'échantillonnage de petits morceaux de tissu, c'est-à-dire les biopsies, à partir d'un site particulier, souvent via des techniques endoscopiques telles que la coloscopie, l'endoscopie digestive supérieure ou la fibroscopie bronchique, peuvent souvent fournir un diagnostic spécifique de malignité. Lors de la chirurgie, des parties d'un organe ou d'un tissu peuvent être échantillonnées ou les tissus malades retirés et examinés en pathologie chirurgicale pour déterminer le stade et le grade du néoplasme. Je vous cite un exemple. Lorsque par exemple un patient montre des cellules anormales au niveau de liquide d'aspiration bronchique, c'est un sujet tabagique. Le scanner montre une masse péribronchique. La fibroscopie bronchique montre un bourgeon endobronchique. Le pneumologue fait une biopsie bronchique dirigée contre cette masse endobronchique. Il prélève un échantillon tissulaire examiné par l'anatomopathologiste qui répond par exemple au carcinome épidermoïde. On fait un examen d'extension, on sait que ce patient est opérable et au stade opérable. On réalise une pneumonectomie totale du poumon touché et lorsqu'on reçoit la pièce opératoire, donc c'est un prélèvement chirurgical, on va faire le grading et le staging TNM de cette maladie, ce qu'on appelle le staging PTNM. Parfois, donc le diagnostic n'est pas possible en antémortem, donc parfois c'est les autopsies qui font la preuve de la malignité. Parfois les néoplasmes ne sont pas détectés ou complètement diagnostiqués au cours de la vie. L'autopsie sert de moyen d'assurance de la qualité pour les méthodes de diagnostic clinique comme un moyen de confirmer les diagnostics utiles pour établir les risques pour les membres de la famille comme un moyen de recueillir des statistiques pour la prise en charge de décisions sur la façon d'aborder le diagnostic et le traitement des néoplasmes
et de fournir un matériel pour les futures recherches. Donc il y a ce qu'on appelle les autopsies médico-légales, les autopsies scientifiques pour faire des recherches sur les cancers. Et ce n'est pas courant dans la pathologie tumorale. Donc les marqueurs tumoraux sont des substances fabriquées par les cellules tumorales néoplasiques qui sont libérées dans la circulation sanguine où elles sont détectables par mesure avec des tests de laboratoire sur des échantillons de sang du patient. Les marqueurs tumoraux peuvent ou non avoir une spécificité pour certains cancers. Par exemple, l'ACE, l'antigène carcinome embryonnaire, peut être élaboré par une variété de cancers tels que ceux apparaissant dans le tractus gastro-intestinal. L'antigène prostatique spécifique est de toute évidence hautement spécifique aux adénocarcinomes prostatiques. Certains marqueurs ne sont pas entièrement spécifiques aux cellules néoplasiques comme la ACG, et les tests peuvent détecter de petites quantités qui circulent ou peuvent détecter des niveaux accrus avec un événement physiologique comme la grossesse par exemple. Un autre problème est la quantité de marqueurs qui est présente. Un marqueur tumoral idéal serait détectable même si le néoplasme était encore assez petit, permettant une détection précoce et un traitement avec le meilleur pronostic. Cependant, en réalité, la quantité de marqueurs peut être liée à la taille de la tumeur, c'est-à-dire au stade de la maladie, et à la différenciation de la tumeur, c'est-à-dire au grade de la maladie. Plus la taille de la tumeur est grande, plus il y aura de marqueurs tumoraux dans le sang circulant. Plus la tumeur est différenciée, plus le marqueur sera élaboré. Une tumeur avec un stade très bas peut ne pas produire suffisamment de marqueurs pour être mesurée de manière fiable avec des tests de laboratoire de routine. Une tumeur mal différenciée peut également ne pas élaborer de marqueurs en grande quantité ou ne pas l'élaborer du tout. Donc ce n'est pas spécifique tout ça. Un autre problème est la valeur prédictive du test. Pour qu'un test de laboratoire positif ait une valeur prédictive élevée, c'est-à-dire que la maladie est vraiment là ou pas là, le test doit avoir une spécificité élevée et une bonne sensibilité. Peu de tests de laboratoire approchent une sensibilité et une spécificité de 99%, mais même à ce niveau élevé, si la prévalence de la maladie est faible, la valeur prédictive d'un test positif sera faible. Le dépistage par des marqueurs tumoraux pour une population générale dont seulement quelques-uns ont la maladie a tendance à produire beaucoup plus de faux positifs que de vrais positifs. Il ne s'agit pas d'une utilisation rentable des ressources en médecine. Vous pouvez augmenter la valeur prédictive en réduisant la population à dépister. Par exemple, prenez le dépistage du cancer de la prostate à l'aide du marqueur PSA. Ne filtrez que les hommes, c'est évident, parce que les femmes n'ont pas de prostate. Dépistez les hommes plus âgés, parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir le cancer de la prostate. Et dépistez les hommes plus âgés présentant une anomalie physique à l'examen, par exemple une prostate dure à OTR, au toucher rectal. Un autre problème survient lorsque les conditions non néoplasiques augmentent le niveau d'un marqueur tumoral et rendent la séparation des patients atteints de cancer plus difficile. Par exemple, les niveaux de l'antigène carcinome embryonnaire sont augmentés chez les personnes qui fument. Les personnes atteintes de prostatite ou d'hyperplasie nodulaire de la prostate ont également un taux élevé de PSA. Je vais vous citer quelques exemples de marqueurs et certains cancers associés à ces marqueurs. Le marqueur alpha-photoprotéine est associé au carcinome hépatocellulaire et au carcinome testiculaire. Le marqueur CA15-3 est associé au cancer du sein. Le marqueur CA19-9 est associé au cancer du côlon, du pancréas et de la vessie. Le CA125 est associé au cancer de l'ovaire. L'antigène carcinome embryonnaire, l'ACE, est associé aux carcinomes gastro-intestinaux
autres cancers. Le FGF, le facteur de croissance hépatocytaire, est un marqueur de prolifération cellulaire avec résistance à la thérapie et métastase dans les carcinomes colorectaux. La gonadotrophine chorionique, la CG, est associée à la maladie trophoblastique gestationnelle et aux carcinomes et certains carcinomes testiculaires. Les immunoglobulines monoclonales sont détectées dans les myélomes multiples. La myélopyroxydase est un marqueur de stress oxydatif dans les carcinomes colorectaux. L'ostéopontine est un marqueur de progression du cancer d'envahissement de métastases. L'antigène prostatique spécifique est associé à l'adénocarcinome prostatique. L'inhibiteur tissulaire des métalloprotéases matricielles TIMP1 est associé au cancer du pancréas. Je ne vous demande pas de retenir de ces marqueurs, mais il faut savoir que lorsque vous allez devenir des médecins ou des spécialistes en oncologie, vous allez bien maîtriser ces facteurs de croissance et leurs cancers associés. Et en général, on les utilise dans le suivi post-thérapeutique que pour le diagnostic de la maladie. L'ADN tumoral circulant, c'est quoi? L'ADN tumoral circulant peut être détectable lorsque les gènes sont actifs dans le cadre de la prolifération des cellules cancéreuses et peut être détecté en tant que nouvelle séquence d'ADN. Certaines de ces séquences représentent des mutations génétiques spécifiques à un type particulier de cancer, tandis que d'autres pourraient provenir de différents types de cancers. Les cellules cancéreuses ne sont pas aussi robustes que les cellules normales et peuvent se décomposer et en mourant libérer leur contenu qui peut pénétrer dans la circulation sanguine. Le problème est que de très petites quantités d'ADN tumoral circulant peuvent être présentes et la détection peut ne pas indiquer où dans le corps se trouvent les cellules cancéreuses. La détection peut se produire lorsque le stade du cancer est avancé, mais l'ADN tumoral circulant pourrait alors servir de marqueur pour la réponse au traitement. La détection de l'ADN tumoral circulant a été appelée biopsie liquide. Donc retenez-moi ce terme. La biopsie liquide, c'est la détection de l'ADN tumoral circulant dans le sang. La biopsie liquide est la détection de l'ADN tumoral circulant dans le sang. Donc, lorsqu'on fait le diagnostic, on a recherché les marqueurs tumoraux, on a recherché les ADN tumoral circulants. Comment les néoplasmes sont traités? Donc, il y a différents moyens thérapeutiques. Il y a la chirurgie, les radiations, donc la radiothérapie, la chimiothérapie, les biothérapies, l'immunothérapie. Les immunothérapies, c'est en vogue actuellement. Les agents physiques et d'autres traitements. La chirurgie, c'est l'ablation du néoplasme et toujours la méthode de traitement la plus efficace, mais tous les sites primaires ne sont pas accessibles au résécable, avec une marge claire. Une fois la métastase survenue, la chirurgie n'est plus un traitement curatif primaire. La radiothérapie, l'efficacité dépend de la radiosensibilité de la tumeur et de la capacité du corps à tolérer la dose de rayonnement sans séquelles graves de nécrose, de fibrose ou de mal des rayons. Donc, la radiothérapie a des indications bien spécifiques et chaque cancer, avant de donner une radiothérapie, est jugé est-ce qu'il est radiosensible ou non radiosensible. La chimiothérapie, si l'efficacité dépend de la capacité du ou des médicaments à empoisonner sélectivement les cellules néoplasiques et non les cellules normales. La chimiothérapie combinée, qui combine plusieurs agents de chimiothérapie, permet un traitement avec des doses plus faibles de chaque médicament avec potentiellement moins de résistance tumorale. Certains néoplasmes peuvent être influencés par l'hormonothérapie. Les oestrogènes inhibent l'adénocarcinome prostatique. L'anti-oestrogène inhibe l'adénocarcinome mammaire. Donc c'est ce qu'on appelle les chimiothérapies associées à de l'hormonothérapie.
Et les biothérapies, ce sont les thérapies ciblées, c'est de développer un anticorps monoclonal dirigé contre les cibles protéiques au sein des cellules tumorales. Un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine HER2 dans le cancer du sein, donc, qui est un récepteur de facteur de croissance épidermique exprimé uniquement par les cellules cancéreuses du sein, est hautement spécifique. Donc, pour résumer, il y a d'abord la chirurgie lorsque la tumeur est résécable, c'est le meilleur traitement. Lorsque la tumeur est au stade loco-régional avancé, on a recours à la radiothérapie associée ou non à la chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle les RCC, radiochimiothérapie. Et parfois, lorsqu'il y a des gènes détectés sensiblement, on peut utiliser de la biothérapie ou ce qu'on appelle les thérapies ciblées. L'immunothérapie tente soit de promouvoir la propre surveillance immunitaire de l'organisme, activation des lymphocytes T, soit de diriger des anticorps contre les antigènes tumoraux. L'immunothérapie est actuellement en plein essor. Les agents physiques, l'hyperthermie et la cryothérapie tentent de tuer sélectivement les cellules néoplasiques plus sensibles à la chaleur. Le problème avec tous les traitements autres que la chirurgie est qu'ils ne sont jamais sélectifs à 100% pour les cellules néoplasiques et que certaines cellules normales peuvent être endommagées. Les patients qui ont une attitude positive et qui tiennent à vivre et qui ont le soutien émotionnel de la famille, des amis ou des médecins attentionnés auront tendance à faire avec le traitement et ou à vivre plus longtemps. C'est pour ça qu'on inclut dans les réunions de concertation pluridisciplinaire des psychologues et des psychothérapeutes pour aider ces patients à surpasser leur maladie. Donc c'est terminé pour cette première partie. Donc cette première partie est considérée comme les cours que je devais vous disposer à l'amphi. Donc les questions d'examen vont porter sur tout ce que je viens de vous citer. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et soyez attentifs et prenez soin de vous et faites-vous vacciner surtout contre ce maudit virus. Et à la prochaine pour vous exposer les tumeurs bénignes et malignes, quelque chose de pratique. Merci beaucoup et à la prochaine.